messieurs, bonsoir. Les lunettes tropiques sont heureuses de vous accueillir ce soir pour cette conférence et vous remercie tous et toutes de votre présence. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur Costet, Christine, ophtalmopédiatre et chef de clinique de la faculté, d'avoir bien voulu animer cette conférence. Le docteur Costet abordera le sujet de la vision du bébé. Tropique a décidé de s'investir plus que jamais dans une campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce des troubles visuels chez le bébé. C'est pourquoi, avec la participation des opticiens partenaires Tropique du 06, nous avons invité de très nombreuses personnes qui sont en contact direct avec la toute petite enfance, donc des pédiatres, les hôpitaux, les PMI, les crèches, conseils généraux, sans oublier bien sûr les ophtalmologistes et les orthoptistes, sans lesquels rien ne pourrait être fait en la matière. Je vous remercie de votre attention et donne tout de suite la parole au docteur Costet. Bien, merci beaucoup. Donc, moi, je remercie tout d'abord Tropique, bien sûr, de m'avoir convié à cette conférence. Je vous remercie tous, vous êtes nombreux. Il y a un peu tous les milieux, je crois, opticiens, orthoptistes, PMI, ophtalmo. Alors, ça va être un peu difficile de faire un exposé qui convienne à tout le monde, mais je vais essayer d'être très pratique. Et ensuite, je crois que vous pourrez chacun me poser toutes les questions que vous souhaitez et qu'on approfondisse les différents sujets. Une impression, il y a la musique. Oui. C'est bien la musique ou c'est... Ça perturbe un peu. C'est vrai qu'on a tendance à... Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà. J'attends un peu, on va pas commencer à parler comme ça. Peut-être on regarde pas par contre que la musique s'arrête. Alors la vision du bébé, moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est magique la vision du bébé. C'est magique pourquoi? Parce qu'en l'espace finalement de quelques mois, dans le courant des premiers mois de la vie, des premières années de la vie, on va avoir des modifications majeures de la vision. Tout va se mettre en place et comme je dis souvent aux parents, les bébés sont très malléables, aussi bien en bien, mais aussi comme en mal. Donc il faudra être rapide, il faudra dépister précocement, il faudra savoir traiter rapidement et de manière adaptée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc on a une implication à la fois des problèmes de la vision, ça concerne l'acuité visuelle, la vision binoculaire, et tout ça va se mettre en place grâce à une adaptation cérébrale qui est absolument fabuleuse. Donc tout ce qu'on va faire dans le courant de la première année de la vie, ça va avoir des implications durant la vie entière du sujet. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des périodes dites critiques de maturation, à la fois de l'acuité visuelle, et qui dit acuité visuelle dit aussi sensibilité au contraste, sensibilité des mouvements, vision des couleurs, champ visuel. Cette première partie va se mettre en place, surtout bien entendu dans le courant de la première année de la vie, un petit peu jusqu'à l'âge de 6 ans, et à moindre degré jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Passé cette période, c'est terminé. Ce qui n'a pas été récupéré ne pourra pas être récupéré. La vision binoculaire, c'est encore pire, parce que ça va se mettre en place de manière, on va dire, un peu brutale finalement, et quasiment complète à l'âge de 4 à 6 mois. Donc vous voyez que tout ce qui va débuter avant l'âge de 1 an, on aura bien du mal à le récupérer. Donc qui dit problème d'acuité visuelle, dit problème d'amblyopie. Vous savez tous que l'amblyopie, il y a beaucoup de définitions. Amblyopie, en fait, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est une vision intermédiaire entre la cécité et la vision dite normale. Donc on pourra avoir tous les degrés d'amblyopie, que ce soit amblyopie profonde à 1/10, comme une amblyopie moyenne de 2 à 6/10, une amblyopie relative au-delà de 6/10. Tout ça, ça va se traiter uniquement si on arrive au moment de la période de maturation de la vision. Donc ça va se traiter d'autant mieux que c'est pris à temps précocement dans les premières années de la vie. On pourra traiter jusqu'à l'âge de 6 ans. Passé l'âge de 6 ans, le traitement va devenir lourd et difficile. Passé l'âge de 10 ans, c'est terminé. Tout ce qu'on n'aura pas récupéré, on ne pourra jamais le récupérer. C'est ça qu'il faut bien expliquer aux parents, parce que c'est très déplaisant actuellement quand on voit des adultes arriver pour des chirurgies réfractives sur des yeux amblyopes qui espèrent le miracle, et bien malheureusement on ne peut plus rien faire. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. La vision binoculaire, les problèmes, ça va être le strabisme. Et d'emblée, vous avez déjà compris par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, comme elle se met en place dans les 4-6 premiers mois de la vie, le pronostic sera totalement différent selon qu'on a un enfant qui présente le strabisme précoce des premiers mois de la vie ou un strabisme qui est apparu secondairement vers l'âge de 2-3 ans. Alors il faut quand même savoir que dans les strabismes
apparu à l'âge de 2-3 ans, on a des parents qui arrivent qui nous disent mais il n'y avait rien avant, il s'est mis à loucher d'un coup, il a été malade, il s'est mis à loucher. À ce moment-là, bon, la question c'est est-ce qu'en fait il n'y avait vraiment rien avant? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit microstrabisme qui est passé inaperçu que personne n'a vu? C'est pas toujours évident de savoir, quand on voit le bébé, alors, un enfant à l'âge de 3 ans, qui a un strabisme dans ce contexte, quel type de strabisme. Et en fait, le pronostic est différent, puisque si ça a débuté précocement, on sait qu'on ne récupérera jamais une vision binoculaire parfaite. Mais on pourra quand même récupérer une union binoculaire, c'est-à-dire une possibilité quand même de travailler entre les deux yeux, donc il faudra quand même se battre. Alors, le développement visuel, il va se faire seulement si on a une parvenue symétrique, synchrone des influx visuels aux deux rétines, et s'il n'y a pas de problème oculomoteur. Donc pour ça, dépistage de quoi? D'un obstacle éventuellement sur un seul œil monoculaire, c'est-à-dire un défaut de vue, une cataracte, un obstacle organique, et d'un problème binoculaire bien sûr, donc il faudra essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas d'anisométropie, de différence importante de réfraction entre les deux yeux, ou de problème de strabisme. Donc, dépistage précoce, on est tous d'accord. Et pour ça, qui va être impliqué? Tout le monde. Le bébé, il s'exprime très bien, il suffit de le regarder. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux internes, c'est ce que je dis à toutes les personnes avec qui je peux faire des topos. Il faut commencer par regarder, je vous montrerai des vidéos après, et vous verrez qu'à toutes les étapes, que ce soit un opticien, que ce soit un médecin de PMI, les orthoptistes, même les ophtalmos, on est pareil. Il faut commencer par regarder l'enfant avant de s'approcher, de le toucher. Ensuite, il faut écouter tout le monde, hein, les parents, l'entourage, tout le monde. Et donc, au fil de mon exposé, on va voir les différentes étapes de l'examen du bébé. On va voir d'abord ce qu'on peut voir simplement en regardant, comme je dis, tout le monde, et puis ce que nous, les orthoptistes, les ophtalmos, ophtalmo-généraux, ophtalmopédiatres, pouvons faire de plus, c'est ce que vous allez, ce qu'on peut voir au fil des examens. Et quand est-ce qu'il faut faire ça? Oui, il y a les trucs qui sont marqués sur le carnet de santé, mais on n'est pas obligé de respecter uniquement ces périodes-là, hein, la naissance, 4 mois, 9 mois, etc. Moi je dirais, je pense qu'il faut mieux regarder quand même chaque fois qu'on peut. Alors bien sûr, bon, la vigilance elle va être d'autant plus importante qu'il y a des antécédents familiaux, il y a des problèmes de vue dans la famille, il y a des strabismes, il y a des notions de cataracte congénitale ou autre, c'est évident. D'autant plus qu'on a eu une grossesse, un accouchement à risque, hein, on a une petite crevette comme ça, et qu'il y a des pathologies associées. Alors, donc là on va voir les différentes étapes de l'examen du bébé. D'abord le nouveau-né. Le nouveau-né, c'est pas évident parce que la coopération elle n'est pas parfaite. Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait notre petit nouveau-né? Il ouvre les yeux en principe, hein, spontanément au réveil. Et vous voyez là, on est frappé, il y a quand même un œil qui s'ouvre pas bien. Et puis normalement il fixe le visage, bon, le réflexe vestibulo-oculaire, c'est quand vous tournez la tête, les yeux qui partent dans l'autre sens. Ça c'est peut-être moins facile à regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tout bêtement, le réflexe photomoteur. Alors c'est toujours le même bébé, on ne voit pas très bien sur peut-être avec le mauvais contraste, mais qu'est-ce qu'on regarde? En regardant s'il y a un réflexe photomoteur, on se rend compte que là en fait il y a une pupille qui est dilatée, réflexive, donc on a une mydriase réflexive du côté où le bébé n'ouvrait pas sa paupière, donc ptosis, mydriase, divergence en plus déjà. C'est une paralysie de la 3e paire crânienne, donc bilan neurologique bien entendu à faire en urgence. Ensuite, toujours pareil, en regardant simplement, hein, voilà, qu'est-ce qu'on peut voir en regardant la pupille, on voit ici un colobome, un défect de l'iris. Ces colobomes, ça correspond à des défauts de fermeture de la forme embryonnaire durant la gestation. Ils sont toujours inférieurs, ça nous arrange parce que quand on essaie d'ouvrir les yeux, souvent les enfants plafonnent. Donc il suffit de regarder toujours le bas de l'iris. Vous voyez une petite courbe comme ça, c'est pas bon. Et nous, quand on regarde le fond d'œil, qu'est-ce qu'on voit? On voit le même défect, plus ou moins important, au niveau de la rétine. Là, ici c'est une malformation évidente, c'est une sclérose cornée avec une microphthalmie grave. Et là, ce sont 2 glaucomes congénitaux, 2 sœurs, avec 2 formes un peu particulières, d'ailleurs qu'on avait publiées parce que c'est un cas rarissime sur le plan génétique. Ici, c'est une petite qui est née avec une aniridie, donc vous voyez en fait, il y a à peine une ébauche d'iris et glaucome secondaire à l'aniridie. On avait fait une recherche génétique sur le plan aniridie qui s'est avérée négative. On a dit aux parents qu'ils pouvaient avoir un deuxième enfant. Et la deuxième a un iris, donc c'est pas une aniridie, mais elle a quand même un glaucome congénital.
Donc c'est quelque chose, bon, on a fait le tour de France, hein, Paris, etc. Et qui ne s'est pas expliqué, les deux ont été opérés dans les premiers jours de la vie. Ça, c'est pour vous montrer également des bébés qui étaient nés sur l'hôpital de l'Archer. Le diagnostic a été très bien fait très rapidement par les néonatologistes. Hein. Et donc, vous voyez, c'est un glaucome congénital avec donc ces grands yeux, hein, voilà, typique du glaucome congénital. Bon, à droite, il ouvre moins, mais on voit quand même la grande pupille. Vous voyez, bon, malvoyance, il n'y a aucune fixation. La cornée est blanche. Et c'est un enveloppe, vous voyez, une cornée très très distendue qui a été opérée, que j'ai opérée, voilà, une très grande cornée que j'ai opérée à l'âge de 2 jours. Bon, l'enfant un peu plus grand, alors comment il évolue sur le plan de la vision? Le nourrisson, à l'âge de 1 mois, il commence à fixer un petit peu des objets, il y a un petit début d'essai de poursuite, il y a quelques saccades. À l'âge de 2 mois, on a une amélioration, on a une ébauche de convergence. À l'âge de 3 mois, la stratégie de regard commence à se mettre en place. On a une coordination des mouvements tête, œil et une convergence qui devient meilleure. Alors surtout, ce qu'il faut également, c'est écouter les parents. Parce que vous voyez ici, par exemple, c'est un petit bébé où réellement le diagnostic n'était pas évident à faire. Et c'est le papa qui trouvait, là il a fallu se battre. Bon, j'ai filmé exprès comme ça. Alors en fait, c'est à gauche, quel problème. Le papa devinait un petit reflet blanchâtre, effectivement. Je ne sais pas si vous voyez, on le devine un petit peu par moment. Il y a un tout petit reflet blanchâtre sur la pupille. Vous voyez là. Et quand on regarde bien, je crois que je l'ai filmé, les tout petits mouvements de nystagmus sur cet œil qui ne fixe pas du tout. Hein, vous avez vu là? Tchac, tchac. Voilà. Donc ça, j'avoue que je pense que si le papa n'avait rien vu, je pense que pour le pédiatre, c'était quand même pas évident à voir. Hein. Alors la pupille blanche, vous savez tous que c'est fondamental à diagnostiquer, parce que bon, ça peut être une cataracte simple entre guillemets, une cataracte congénitale si j'avais un problème facile. Chez un prématuré, ça peut être un problème de rétine. Et surtout, le gros problème qui fait que quelque part le strabisme, on a l'habitude de dire c'est une urgence, ça peut être un rétinoblastome, comme ici, hein, où carrément vous voyez cette tumeur majeure de la rétine blanchâtre qui envahit tout l'œil, malheureusement. 9 fois et demi sur 10, quand le diagnostic de rétinoblastome est fait suite à une pupille blanche de l'idée comme ça se termine par une énucléation. Les rares cas de rétinoblastome non énucléés, souvent sur les formes familiales, où on anticipe sur le diagnostic. Malheureusement, à ce stade-là, on sait que le pronostic vital est en jeu, donc il est évident que la pupille blanche, c'est consultation ophtalmo très rapidement. Voilà, vous voyez ici, donc ça, c'est l'image vue à l'œil nu. Ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde le fond d'œil. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde en échographie la masse qui se propage dans tout le globe. La malvoyance, bon, là, des fois, il y en a qui passent inaperçus. Je ne sais pas comment. Là, par contre, là, des fois, les parents ne se rendent pas compte. Vous voyez, là, ces mouvements de nystagmus très variables. Hein. On a des mouvements très amples. Hop, ça tourne. C'est un nystagmus à la fois qui est horizontal, puis par moment il est rotatoire, il n'y a pas de fixation. Encore là, on va dire, on n'a pas de strabisme majeur associé, alors des fois ça peut partir encore dans tous les sens. Là, c'est évident, il y a vraiment un problème organique là-dessous et il faut chercher. Il n'y a pas du tout de suivi ni de fixation oculaire. Le torticolis, ça c'est un sujet que j'adore. Voilà, j'ai filmé un peu plus grand, donc vous avez vu cet enfant, parce que pour le bébé, c'est pas facile à mettre en évidence. Vous l'avez vu, il avait la tête penchée sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On essaie de lui pencher la tête de l'autre côté. Chez le bébé, c'est pas facile du tout, hein, ça spirale. Et même chez le grand, vous voyez, même chez les adultes, hein, d'ailleurs. Alors regardez bien, le problème en fait, il est sur l'œil droit. Vous voyez, quand on essaie de le faire regarder sur le côté, on a cet œil qui décroche un peu, qui monte un peu. Là, on commence à avoir une petite hypertropie. Et en fait, il a une paralysie du muscle oblique supérieur qui permet de regarder en bas. Donc, pour garder sa vision binoculaire, pour garder ses 2 yeux droits, il penche la tête du côté gauche. Ça, c'est un truc qu'on en voit assez souvent, syndrome de Brown, c'est syndrome de rétraction musculaire. Ce sont ces enfants, vous ne voyez rien, même nous, hein, des fois, on a beaucoup de mal. Là, les reflets cornéens sont bien centrés, mes parents vous disent, il y a l'œil qui part, et ça ne veut pas dire en général. Alors, souvent, ils vous disent que, là, en l'occurrence, vous allez bien regarder, souvent, ils nous disent que c'est l'œil gauche qui bouge trop, ou il y a un truc. Et en fait, non, vous allez voir, c'est au niveau de l'œil droit, voilà, vous voyez. Mais pour le mettre en évidence, je vous jure que chez le tout petit, pour arriver à le faire regarder l'un ou sur le côté, il faut
vraiment se bagarrer. Parce qu'en fait, donc, il y a une rétraction ici au niveau du muscle oblique supérieur, et du coup l'œil ne monte pas. Donc les parents souvent pensent qu'il y a un strabisme de l'autre côté, que c'est l'autre œil qui part. Il faut vraiment s'acharner à essayer. Alors ça, tout le monde peut le faire, hein. Les pédiatres au cabinet peuvent le faire sans problème. Là, c'est un autre cas encore, même type il faut arriver à mettre en évidence. Il faut arriver à faire regarder les enfants, en fait, à les faire suivre dans toutes les positions du regard, pour arriver à mettre en évidence un petit décalage au niveau vertical. Alors les parents le voient souvent parce qu'en fait, chez les bébés, c'est sur la table allongée, ou quand l'enfant est par terre, il se met à quatre pattes, et, les parents l'appellent et hop, il tourne la tête et à ce moment-là, on voit l'œil qui décroche. Alors là, j'en profite, je fais un peu de publicité. Simplement pour vous dire que l'année prochaine, la réunion d'automne de l'Association française de strabologie, elle aura lieu à Nice. Donc j'espère que tout le monde viendra nombreux. Ça sera les 16 et 17 octobre 2009. Et le thème de la journée, ça sera justement le torticolis. C'est moi qui organiserai la réunion. C'est pour ça que je suis particulièrement intéressée au fait que tout le monde vienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à l'œil nu? Ce sont des petites anomalies de l'iris. Ça, c'est une enfant, ça a été diagnostiqué à l'âge de 4-5 mois uniquement. Les parents n'avaient rien vu non plus. Ça paraît surprenant quand on le voit comme ça, mais c'est ça qu'il faut vraiment pas hésiter, je dis ça surtout pour les pédiatres, hein, à regarder vraiment les pupilles des iris. Hein. Ce sont des dysgénésies du segment antérieur, le syndrome de Rieger. Ça, c'est un syndrome de Peters avec une T cornéenne centrale. Ça, c'est une aniridie, hein, arrivée aux urgences pour un problème d'estomac. Les parents n'avaient rien remarqué. Et l'interne, qui était bien, a dit « oulala, il y a une hydriase bilatérale complète ». Donc, ils ont commencé par prévoir les IRM, quand même, comme j'étais à côté, ils m'ont appelé. Et voilà, donc c'est une aniridie avec à peine une petite ébauche d'iris sur les côtés. Et là, vous voyez ici le bord du cristal. Ce sont des cas qui peuvent s'associer à des tumeurs rénales, donc il faut absolument les bilanter. Bon, le larmoiement, c'est pas la vision, mais juste pour vous montrer, hein, ces yeux qui coulent, simplement pour vous rappeler que l'âge idéal du sondage, c'est vers les 4 à 6 mois. Ça se fait très bien sous anesthésie locale. On les fait au cabinet sans problème. Ça ne justifie pas de faire une anesthésie générale. Vous voyez, c'est filmé en temps réel. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on traumatise les bébés. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment très très... Ça a traumatisé quelqu'un de la salle. À mon avis, il vaut mieux ça à 4, 5, 6 mois, des fois 9 mois, 10 mois. C'est l'âge d'un an, c'est l'anesthésie générale. Bon, si vous êtes parents, ce que vous préférez, vous, mais moi, je suis chez bien, sans hésiter, c'est ça. Puis c'est pas douloureux, c'est géré. Hein. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire en plus? Bon, quand je dis nous, ce sont les orthoptistes, parce que ophtalmopédiatre, on a beaucoup de mal à travailler sans les orthoptistes, elles nous sont d'une aide extraordinaire. Mais il faut qu'on sache aussi nous faire les examens tout de même. Hein. Donc voilà, vous nous envoyez souvent ces bébés avec impression de convergence, hein, vous connaissez tous ça, avec ces bases linées très larges, ces épidanthus marqués. Bon, qu'est-ce qu'il faut regarder? Simplement avec une petite lumière, déjà vous pouvez essayer de commencer à regarder, ce sont les reflets cornéens avec une lampe de poche, même s'il le faut. On peut regarder sur les photos, parce que les parents disent souvent, sur la photo c'est encore pire. Oui, si on regarde comme ça en faisant abstraction du reflet cornéen, et si on regarde le reflet cornéen, on voit qu'ici en fait les deux reflets cornéens sont parfaitement bien centrés. Donc c'est une pseudo-convergence en rapport avec un épicanthus. Il faut quand même être très prudent, même nous, c'est difficile et très difficile de ne pas passer à côté d'un petit microstrabisme. Et il faut quand même qu'on dilate les enfants, qu'on mesure la vue pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite différence de vue et un petit strabisme qui nous échapperait. Donc moi, tous les bébés qui viennent pour des épicanthus, on fait quand même un examen obligatoirement complet. Bon, là, il est évident qu'on a un strabisme convergent, hein, vous voyez le reflet cornéen, et ici, un strabisme divergent. Alors, étape suivante, on fait ce qu'on appelle le cover test, le test de l'écran. C'est-à-dire que pour être sûr qu'il y ait... Alors, j'ai pris un cas où c'est évident quand même, parce que pour être sûr qu'il y ait ou non un strabisme, on cache un œil, on cache l'autre œil, et on va voir comment l'œil qu'on découvre reprend la fixation. Hein. Vous avez vu, quand on cache cet œil, hop, on a vu le mouvement de refixation sur l'autre œil. Là, pour la vidéo, j'utilise un écran translucide. On voit la fixation, ces gros strabismes précoces croisés des enfants, des bébés. Les enfants ont vraiment
ses yeux bloqués en convergence, et il fixe toujours avec la tête, souvent avec la tête sur le côté, ce qu'on appelle une fixation en abduction. Hein, vous voyez, ces bébés, ils sont comme ça, ou ils sont comme ça. Ça, c'est l'examen typique hein, du bébé. Alors voilà, hein, il faut qu'il soit installé sur les genoux de la maman, bien confortable, avec sa tétine. Hein. Et l'orthoptiste, alors là, le problème, c'est qu'il me regarde un peu parce que j'ai le caméscope et elle a bien du mal, notre orthoptiste, à essayer de le capter. Ça y est, il y est. Donc d'abord, vous regardez tout simplement les reflets cornéens avec votre lumière. Et ensuite, ça, vous voyez, finalement, il suffit d'avoir une lampe de poche, c'est pareil, pas trop fort. Vous essayez de voir toutes les positions du regard. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure dans le regard vers le haut. Hein, il faut arriver, c'est pas toujours facile. Bon, là, on avait un bon acteur de cinéma. C'est pas toujours pareil. Voilà, on regarde bien dans toutes les positions du regard, surtout quand il y a une histoire de torticolis. Hein, parce qu'on se méfie beaucoup dans ces torticolis, savoir s'il n'y a pas. Et là, on essaye de voir la convergence. Alors, toujours génial quand on voit que le bébé, il fixe bien avec ses deux yeux. Voilà. Ensuite, on essaye de voir un petit peu s'il a une ébauche de vision du relief. Donc, on utilise notre petit test de vision stéréoscopique, je vous le montrerai après. Et le bébé arrive, bon là, il y a les trois images en relief. Et souvent, quand il se concentre bien, il arrive à pouvoir essayer d'attraper une des images. Bon là, c'est pareil, il regarde plus mon caméscope. Mais après, il va arriver finalement à choper un des trucs. Voilà, on voit qu'il commence et hop. Alors, on ne peut pas dire vraiment que la vision du relief est normale là-dessus, mais on peut quand même arriver à voir s'il y a des fois, on en a certains, pour les orthoptistes le savent, qui arrivent très très bien à l'attraper. Voilà, notre test de vision du relief, avec donc les trois images, et vous allez voir chez un enfant plus grand, même s'il ne répond pas, bon, en théorie, pour que le test soit vraiment fiable, il faut qu'il nous décrive les trucs. Mais enfin, qui disent étoiles, voiture, mais déjà, vous voyez, comme il le montre bien. Bon, il faut être à la voilà, hein, ça marche. Ensuite, bon, le test, le bébé vision. Ce fameux bébé vision, vous savez qu'à une époque, il a été noté sur le carnet de santé hors examen ophtalmo, et on s'est battu, Association française stratégie, pour que on ne le laisse pas seul, isolé, parce qu'un bébé vision isolé, ça n'a pas de valeur, il y a des faux positifs, des faux négatifs. Alors vous voyez le principe du bébé vision, hein, c'est qu'on montre, l'orthoptiste est derrière l'écran, le bébé est devant, et on montre à l'enfant des cartes avec des rayures de tonalités différentes, et fonction du moment où il va arrêter de regarder du côté où il y a les rayures, on va déterminer son acuité visuelle. Donc vous allez pouvoir chiffrer la vision de bébé. C'est-à-dire à 3 mois, on sait que c'est environ 1/10. À 6 mois, ça va être 2/10. À l'âge de 1 an, on est à 3 à 4/10. Donc voilà, hein, obligatoirement, le bébé vision seul ne veut rien dire. Je crois qu'il faut être bien d'accord, même hyper bien fait. Il y a des faux positifs, des faux négatifs, ça a été prouvé. Donc, à associer à un examen ophtalmo. Ensuite, bah là, on pousse un peu plus loin. Bon, là, on se rapproche vraiment du domaine ophtalmo. L'examen à la lampe à fente, quand on peut, le bébé, tout bébé, on arrive à les prendre, faire vous savez, le bébé avion, là, on le prend sous le ventre, et on arrive à le mettre à la lampe à fente. Par exemple, dans les nystagmus congénitaux, on peut voir une transillumination. Là, par exemple, c'est un albinisme qui est évident, parce que bon, tout le reste est tout blanc, mais il faut savoir qu'on a des fois des enfants qui sont bruns, très mat, avec des albinismes oculaires purs, et à ce moment-là, vous avez une malvoyance associée, c'est un des diagnostics étiologiques des nystagmus. Ensuite, on va faire une mesure de la réfraction sous dilatation. Là, vous voyez, on a la chance maintenant d'avoir des appareils automatiques portatifs qui nous permettent d'avoir une excellente mesure de la vision du bébé. Mais quand il ne se laisse pas faire, bah, il faut quand même savoir, ce que je dis toujours aussi aux internes, faire une schiascopie manuelle avec les bons vieux verres, le bon vieil appareil, et là on s'en tire toujours, quel que soit l'âge de l'enfant. Ensuite, on fera un fond d'œil. Hein. Là, par exemple, un foyer de toxoplasmose frais, et ici un foyer de toxoplasmose ancien. Ici, un foyer malheureusement très mal placé en pleine macula sur une toxoplasmose congénitale. Ici, pour la petite histoire, c'est une forme acquise. Par contre, souvent dans les formes acquises, on a des foyers qui sont plus petits, plus périphériques, et dans les formes congénitales, c'est le plus moyen pronostic. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait un examen sous anesthésie générale? Alors là, j'en ai profité pour vous montrer cette photo. Parce que, bon, je crois que maintenant tout le monde le sait plus ou moins, le problème des beaux yeux, des grands yeux chez le bébé. Hein, vous savez, ces bébés à qui tous les parents sont contents, oh, comme il a des beaux yeux, oh, comme il a des beaux
yeux. Alors malheureusement, quand il arrive chez l'ophtalmo, on dit oh là là, ça risque d'être un problème de glaucome, hein. Donc, puisque le glaucome congénital, distension du globe oculaire, distension des cornées. Donc des grands yeux comme ça, soit ce sont ce qu'on appelle des mégalocornées isolées, c'est-à-dire des grandes cornées isolées, soit c'est déjà un début de glaucome congénital. Donc obligatoirement dans ces cas-là, on recherche cliniquement des signes inquiétants. Alors signes inquiétants, c'est interrogatoire des parents, c'est photophobie, gêne à la lumière, vraiment le gamin, le bébé quand on le sort, il ferme les yeux et fuit le soleil. Pourquoi? Parce que vous avez une distension de la cornée, donc vous avez un œdème de la cornée, donc une photophobie. Et ensuite, nous, quand on mesure à la stéthoscopie, on a souvent des myopies, des astigmatismes irréguliers. Alors là, on est quasiment sûr que c'est un glaucome congénital. S'il y a juste la mégalocornée isolée, on ne peut pas éliminer ce diagnostic. Et donc, quand il y a un doute, il ne faut pas hésiter à faire une mesure de la tension oculaire sous anesthésie générale, parce que sans anesthésie chez le bébé, une prise de tension oculaire, il pleure, il serre les paupières. Malheureusement, le chiffre est élevé, et donc de toute façon, on aboutit à un examen sous anesthésie générale. Bon, quand on fait notre examen sous anesthésie, c'est sûr que c'est quand même lourd à cet âge-là, donc on en profite, on fait un examen complet avec à nouveau une mesure de la réfraction, un fond d'œil, enfin tout ce qu'il faut. Les examens complémentaires, donc je vous en dis un tout petit mot, l'échographie oculaire, qui se couple maintenant d'ailleurs au Doppler. Ça c'est génial parce que ça peut des fois vraiment bien nous orienter sur les problèmes tumoraux. Les potentiels évoqués visuels, électrorétinogramme. Alors, il faut savoir que souvent, on nous demande volontiers, parce que c'est écrit dans le livre, RGPEV. Chez le bébé, c'est pas facile à réaliser, chez le jeune enfant, surtout à l'âge, encore pire à l'âge de 2 ans, parce que il faut quand même que ça bouge pas trop, il y a les électrodes, et en plus, les résultats ne sont pas toujours faciles à interpréter. Donc, je crois qu'il y a des cas où il faut le faire, mais peut-être pas non plus de manière systématique dès qu'il y a un doute sur un problème oculaire. Alors après, bien sûr, bilan pédiatrique, neuropédiatrique, imagerie. Vous voyez par exemple ici, ça c'est un cas où c'est indispensable de faire un bilan pédiatrique parce que c'est un nystagmus vertical. Hein. Vous voyez bien là, tchac. Nystagmus vertical, ça peut dans 80% des cas être un problème organique. Là vous voyez l'enfant qui a grandi, qui a toujours ces petits mouvements de nystagmus. En l'occurrence, là il n'avait rien sur le plan cérébral. Mais il faut absolument faire une imagerie bien détaillée pour être sûr qu'il n'y a rien en particulier au niveau pinéal. Voilà. Et là, vous le voyez plus grand. Alors, il y a une position, juste pour dire la position de torticolis, c'est-à-dire qu'en fait, le nystagmus se bloque dans le regard vers le bas. Donc, vous voyez qu'il a tendance à marcher avec sa position de la tête comme ça, très en arrière. Alors, bon, il a de la chance parce que ça bloque dans le regard vers le bas, donc quelque part, pour jouer, tout ça, il n'est pas trop gêné. Et c'est dans ces cas-là qu'on va utiliser des, voyez, voilà, c'est génial, pour lire, il n'y a pas de gêne. Par contre, hop, dès qu'il reprend dans la vie courante, blanc, il bascule la tête en arrière. C'est dans ces cas-là qu'on utilise les prismes pour en fait basculer la position de blocage du nystagmus dans le regard droit devant, au lieu de la laisser dans le regard vers le bas. Alors, je vais vous dire les grandes lignes du traitement des problèmes visuels du bébé. Bon, c'est très difficile de traiter tout ça en une seule soirée, hein, c'est sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails. La base déjà du traitement, il y a un obstacle organique, il faut s'occuper de l'obstacle organique. La cataracte congénitale unilatérale, il faut l'opérer très précocement. C'est pas facile, ce sont des petits yeux, les techniques sont différentes. Vous voyez, à l'âge de 4-6 semaines, souvent, alors là, bon, c'est pour les ophtalmos, on fait un capsulorhexis antérieur qui est beaucoup plus délicat que chez l'adulte, ça file énormément. C'est-à-dire, moi chez l'adulte, j'ai fait tout ça à l'aiguille. Chez l'enfant, c'est impossible, il faut le faire à la pince. C'est diabolique, c'est rhexis des cataractes congénitales parce que ça part en périphérie. Donc là, on a ouvert la capsule antérieure du cristallin. On fait ensuite ce qu'on appelle une hydrodissection pour détacher un peu toutes ces masses cristalliniennes. Bon, le seul truc qui est bon chez le bébé, c'est que le cristallin n'est pas dur, complètement contrairement à l'adulte. Et on va quasiment l'aspirer simplement, sans avoir besoin d'utiliser les ultrasons. Là, vous voyez ici le broutage du cristallin. Donc vous voyez, ça vient très bien, hein. On infuse de l'eau en permanence et on aspire en même temps. Donc le principe de la chirurgie, c'est ouverture de la capsule antérieure du cristallin, aspiration de tout le noyau du cristallin, et ensuite chez l'adulte, on met l'implant, le cristallin artificiel, à l'intérieur du sac cristallinien. On laisse en place surtout la capsule postérieure. Chez l'enfant, par contre, on a ouvert ici la capsule postérieure, c'est ça qui fait toute la difficulté.
parce que si on n'ouvre pas la capsule postérieure chez l'enfant, ben, en fait, elle va s'opacifier dans les jours qui suivent. Et donc, on met l'implant à ciel ouvert, donc il faut faire très attention de ne pas le basculer dans le vitré. On est sur un tout petit œil, et c'est pas toujours évident. Et on met l'implant donc entre les deux capsules, ici dans le sac cristallinien. Voilà, vous voyez ici en fin d'intervention, l'implant qui se centre parfaitement bien. Donc moi je préviens toujours les parents des bébés que je ne mettrai en place l'implant que si tout se présente vraiment très très bien. Ça c'est un beau cas parce que la pupille dilate bien. Là voilà, c'est après l'avoir resserré avec la biocarpine. Voilà, fin d'intervention. On suture aussi bien la cornée. Chez l'adulte, en général, je ne mets pas de point. Chez l'enfant, je blinde ça parce qu'il frotte l'œil. Enfin, vous savez quoi, ils font tout pour nous embêter. Hein. Ils font aussi plein de réactions inflammatoires après. Là, c'est juste pour vous montrer les implants actuels que je mets de plus en plus chez les bébés. Sont les implants qui sont pliables. Là, c'était un autre implant de plus ancienne génération. Là, donc, ils sont pliables. On les passe par une toute petite incision de 2,8 mm. Et ils vont se déplier à l'intérieur, voilà, vous voyez ici. Bon, pareil, un problème chez l'adulte, c'est que la capsule postérieure elle est intacte. Chez l'enfant, on a fait un trou sur les capsules postérieures. Et donc, il faut vraiment être sûr de mettre l'implant bien entre les deux feuilles. En plus, ces implants, chez l'adulte, ils paraissent tout bêtes à mettre. Chez l'enfant, ils paraissent énormes chez un bébé. Hein. Tout est vraiment disproportionné. Voilà. Par contre, ils sont très bien tolérés. Bon, le seul souci qu'on a, c'est que les bébés font beaucoup plus de réactions inflammatoires que les adultes. C'est-à-dire que les cataractes adultes, je les revois un post-op, et après, des fois, je les revois que 1 mois, 2 mois après, je leur dis de me téléphoner en cas de problème. Les enfants, ils viennent tous les 2 jours, hein, parce qu'ils font beaucoup plus de réactions inflammatoires. Là, c'est pour vous montrer voilà, le début de la chirurgie du glaucome, du petit glaucome congénital. Pareil que chez l'adulte, hein, c'est beaucoup plus délicat parce que vous voyez, la cornée elle prend déjà toute la place. Le principe de la chirurgie du glaucome, c'est donc de faire une bulle de filtration ici en haut. Vous voyez ici la découpe donc, de la sclère. Et on va faire une chirurgie soit perforante type travéculectomie, où on perfore, moi c'est ce que je préfère faire. Hein. Certains font des sclérectomies non perforantes, mais je trouve que ça se rebouche quand même plus facilement que la travéculectomie. Bon, c'est une chirurgie là aussi qui est beaucoup plus délicate, bien entendu, que chez l'adulte, parce que là, c'est hyper mince. On a vraiment très peu de place pour passer à l'âge d'1 jour ou de 2 jours, comme c'est souvent le cas dans ces glaucomes congénitaux. Voilà, là on dissèque bien, là on est toujours en intrascléral, et là ensuite on va ouvrir ici, et là vous allez voir l'humeur aqueuse qui va gicler, parce que là on a une tension qui est à 30 dans l'œil. Donc on hésite toujours un petit peu avant d'ouvrir, on se prend toujours des petites frayeurs, on regarde bien 10 fois si on est au bon endroit, parce que toute cette zone est très distendue, hein. Les ophtalmos qui font la chirurgie de glaucome chez l'adulte voient bien la différence. Et il ne faut surtout pas se mettre trop en arrière parce que sinon, voilà, vous avez vu là, si on se met trop en arrière, on tombe en direct sur la pars plana, sur la rétine. Alors, vous avez vu, ce qui est magique par contre, c'est que dès qu'on a ouvert, la cornée s'est éclaircie. Vous voyez là, déjà comme c'est plus clair. Et là, on fait une petite trappe, surtout en appuyant pas trop parce qu'on a tous les risques qui viennent. On va faire une petite trappe et ensuite un petit trou dans les risques qui va nous permettre d'assurer la filtration. Voilà, là il ne faut vraiment pas appuyer parce que là du coup l'œil est passé de 30 à 0, la pression intraoculaire. Donc surtout pas appuyer, et là on va compléter en faisant une petite iridectomie. Et après on suturera avec 2 points, et là aussi on appréhende beaucoup, là on coagule les petits vaisseaux sur l'iris, parce que souvent, vous voyez, le problème aussi chez l'enfant c'est que tout est très vascularisé. L'iris est très vascularisé, donc que ce soit pour les chirurgies de cataracte ou les chirurgies de glaucome, c'est toujours plus embêtant, et là avant de faire l'iridectomie, si on ne coagule pas un petit peu, on va avoir droit en post-opératoire à un lymphéma majeur, c'est-à-dire, voilà, maintenant en ayant coagulé, vous voyez, ça saigne un petit peu. Voilà, et donc là on suture, et là vous voyez, ça c'est, voilà, tiens, l'iridectomie, vous voyez comme la cornée c'est quand même bien éclaircie déjà, hein, fin d'intervention, et ça c'est au premier contrôle, je ne sais plus quand c'était, en général je fais un contrôle de 3 semaines après, vous voyez la cornée est redevenue bien claire, ce qui n'est malheureusement pas des fois toujours le cas, parce qu'on ne sait pas quand le glaucome congénital a débuté dans le ventre de la maman. Bon, la correction optique, je pense qu'après, Madame Tropic nous dira comment il faut des montures bien adaptées, il ne faut pas les verreiller comme on voit ici. Juste les bases de la correction optique, bon, strabisme bien sûr, correction optique totale pour tout défaut de vision. Pas strabisme, quel enfant corrigé, bon,
les fortes hypermétropies, les myopies importantes, les astigmatismes également au-dessus d'une dioptrie et demie, différence de vue entre les deux yeux. Les autres cas, chez le bébé, on peut attendre avant de faire une correction, à condition d'expliquer aux parents quand on a un doute qu'il faudra bien sûr recontrôler. Lutte contre l'amblyopie, ça c'est fondamental. Donc suivi orthoptique, c'est pas une vraie rééducation, il faut bien dire aux parents, mais c'est fondamental d'avoir une orthoptiste qui s'intéresse au strabisme, qui nous suive les enfants et qui s'assure de l'alternance, hein, c'est-à-dire que le premier truc qu'on explique aux parents, c'est qu'il ne faut pas que ce soit toujours le même œil qui louche, mais qu'il y ait un coup un œil, un coup l'autre œil, et ça il faut bien qu'ils le comprennent. La première base du traitement, c'est l'occlusion. Ça c'est un autre exemple d'enfant qui a un torticolis, où là il faut absolument comprendre pourquoi il y a le torticolis, et vous voyez là cette tendance à tourner la tête, c'est une paralysie du muscle oblique supérieur, hein, comme on a souvent. Ça c'est une bonne indication, vous voyez comme il cherche sa position où il est le mieux, et c'est vraiment une bonne indication d'essayer une correction de prisme. La chirurgie, bon, je ne peux pas tout vous dire, bien sûr. Simplement, ce que je dirais, c'est que maintenant, de moins en moins, on opère les strabismes avec une chirurgie musculaire à proprement parler, très précocement. Moi, je trouve que ce qui est absolument génial, c'est la toxine botulique. Ça fait pas mal d'années que j'ai commencé à en faire. Et dans les gros strabismes précoces, tels que vous avez vu tout à l'heure, c'est ces enfants qui ont vraiment ces yeux qui fixent en adduction, comme ça, un coup d'un côté, un coup de l'autre, vers l'âge de 1 an. L'injection de toxine botulique dans les muscles droits médiaux, vous allez voir, là, c'est filmé quasiment aussi presque en temps réel. C'est très rapide, vous voyez, pendant que l'anesthésiste endort, on prélève la toxine. Bon, il faut bien faire attention au dosage, à la dilution, bien sûr. On sait qu'on va injecter des toutes petites doses, beaucoup moindres que ce qu'on injecte en orthopédie pour les syndromes de Little, par exemple. Vous voyez ici, il suffit de faire une petite ouverture, une petite boutonnière conjonctivale. Donc c'est très rapide en fait, hein, ça prend même pas 5 minutes, pareil. On va prendre le muscle, on va se le mettre sur un crochet. On ne va pas être agressif du tout, ça ne pénalise pas du tout une intervention ultérieure. Voilà, on le met sur le crochet et ensuite, quand on l'a bien sur le crochet, oh zut, pardon. Quand on l'a sur le crochet, ben, il suffit d'injecter la toxine dans le muscle sous contrôle de la vue, puis on suture par 2 petits points. Alors vous voyez la différence par rapport à une chirurgie musculaire à proprement parler. Trop sensible ma souris, désolé, il faudrait quand même vous montrer. Bon là c'est un recul. Bizarre que la souris soit partie. Ah voilà. Voilà. Donc vous voyez la différence quand même, hein. Un recul musculaire chez un tout bébé, c'est pas rien. Ce sont des chirurgies qui sont quand même plus lourdes. Et surtout, le gros problème, c'est qu'on voit beaucoup actuellement, moi j'opère beaucoup d'adultes qui ont des divergences secondaires, qui ont été opérées dans l'enfance, comme des reculs musculaires précoces, et qui passent progressivement en divergence. La chirurgie idéale dans les strabismes précoces, c'est la mise en place d'une sangle comme là, qui est destinée à bloquer l'espace musculaire. On travaille quand même à 13 mm de l'insertion du muscle. C'est vrai, sur des tout petits yeux, c'est pas du tout évident à réaliser. Alors l'avantage, ce qui est génial au niveau de la toxine botulique, là aussi c'est magique, c'est la seule indication, bon là c'est pour vous montrer un exemple, voilà, d'un strabisme précoce qui est filmé avant l'injection de toxine, hein, vous avez vu donc ce strabisme croisé très important, on a souvent des rétractions musculaires. L'intérêt de la toxine botulique, donc, c'est qu'on va injecter dans les 2 muscles internes, on va créer une paralysie de ces 2 muscles. L'idéal, c'est de relâcher complètement, et c'est même d'obtenir une divergence en post-opératoire. Donc, il faut bien prévenir les parents, parce que sinon, le bébé il est comme ça, il est comme ça après. Ils ne sont pas contents de voir une grenouille à la place de... Hein. Il faut aussi les prévenir, si jamais ça diffuse, il va y avoir un ptosis, vous allez voir après. Le ptosis va régresser rapidement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez tous que la toxine, c'est un effet provisoire. Hein. Normalement, ça dure 2-3 mois. Alors, chez le bébé, ce qui est génial, c'est que vous le mettez en divergence. Il revient, et puis des fois, il s'arrête au centre. Donc en fait, on guérit le strabisme. C'est le seul cas où la toxine a un effet définitif. Si on disait ça à toutes les femmes qui sont injectées, elles n'y arrivent pas. Il n'y a pas moi, il y a les grands-mères, elles essayent, mais bon, même les mamans, voilà. Il n'y a que chez le bébé que ça. Je vous disais, le bébé, c'est magique. Et là, j'ai fait un truc avancé il n'y a pas longtemps, et donc j'ai repris la littérature. Bon, ça correspond à peu près aux résultats qu'on obtient.
on a 60% d'enfants qui guérissent entre guillemets, quoi, qui restent avec des jeux de droit ou des strabismes accommodatifs purs et qu'on opère ensuite à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans si besoin, ou qu'on n'opère pas. Si par contre, alors nous on voit d'emblée quand on prend le muscle, si les muscles sont très rétractés, on sait d'emblée que la toxine ne marchera pas bien et à ce moment-là, il faudra certainement opérer après. Mais je crois que c'est vraiment une super bonne étape, ça évite des chirurgies précoces, ça permet de temporiser, ça en sauve certains, et pour les autres, ça permet de temporiser. Voilà. Là, vous voyez en post-opératoire, alors le pleusis, là, des fois, il est unilatéral, des fois, il est bilatéral. C'est pas vraiment un gros souci, il suffit, si vraiment ça ne vaut plus, on met un petit stéristré. Vous voyez, par contre, la belle divergence, enfin, là, il n'y a pas une divergence énorme, des fois, on a plus encore. Vous voyez, par contre, la limitation hein, de l'induction des deux côtés. Et ça, c'est un enfant qui est passé ensuite en accommodatif partiel et qui a été opéré secondairement. Une autre indication de toxine botulique, c'est assez rare, paralysie congénitale du 3, qu'on avait injecté précocement, puis qui a été opéré quand même plusieurs fois pour obtenir ce résultat. Entre parenthèses, vous voyez ici l'amydriase qui correspond peut-être à la paralysie du 3. Voilà, en conclusion, j'espère que je ne vous ai pas tous endormis, qu'il y a encore des gens réveillés dans la salle. Vous avez compris qu'il faut donc donner au bébé toutes ses chances. Donc finalement, c'est pas si difficile que ça, hein. Il suffit de regarder l'enfant, jeter un petit coup d'œil sur les yeux à chaque consultation. S'il y a un doute, alors quand c'est qu'il faut envoyer à l'ophtalmo, alors vous allez dire, le problème c'est que les rendez-vous des ophtalmo, ils sont toujours pleins et c'est dur. Alors je crois que bon, il faut quand même, s'il y a un doute, il faut les envoyer, éventuellement à l'âge d'1 mois faire un dépistage, hein, c'est ce qui est conseillé entre 9 et 12 mois, c'est les antécédents familiaux. Ce qui est fondamental vraiment sont les examens précoces, je crois. Expliquez bien pourquoi on fait les choses, parce que si les parents ne sont pas convaincus de ce qu'on fait, un traitement d'ambliopie, ça ne marchera jamais si on n'explique pas aux parents. Il faut vraiment tout bien expliquer. Si on explique bien, bon, il y en a qui comprendront jamais rien, c'est sûr, mais enfin, en général, si on explique s'ils comprennent, ça peut marcher. Et il faut savoir qu'on a tout l'avenir social et professionnel de l'enfant entre nos mains. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas, si vous avez des questions, hein, parce que c'était difficile d'aborder sur tous les plans. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous n'avez pas me laissé croire que j'ai tout dit. Que j'ai rien oublié, ça m'étonne. J'ai toujours tendance à oublier quelque chose. Non, de la part des ophtalmos, j'ai fait le médecin, vous avez rien à dire. Pas de questions. Bon. Eh bien, je remercie vivement le docteur Costet pour son excellent exposé. Après ce qui vient d'être dit par le docteur, nous sommes tous convaincus de l'importance que représente la vue des bébés. Or, il ne peut pas y avoir de solution efficace si l'équipement en lunettes n'est pas parfait. C'est pourquoi Tropic a mis au point des lunettes sur mesure, donc je vais vous faire un petit topo. Et des lunettes que vous pourrez trouver chez nos opticiens partenaires du 06, dont la liste est dans le petit sac que vous avez vu sur vos chaises. Alors, Tropic a une volonté de s'investir en plus des montures sur mesure, de s'investir dans le dépistage, dans les informations et les formations. En organisant des conférences comme celle de ce soir, Tropic avait une volonté de réunir justement dans une même salle des opticiens, des orthoptistes, des ophtalmos, des pédiatres, c'est-à-dire tous les intervenants de l'enfant en fait, pour pouvoir au mieux faire évoluer le dépistage à tous les niveaux de la chaîne. Au niveau du pédiatre, dans un premier temps, c'est généralement le pédiatre qui voit l'enfant en premier lieu. Ensuite, la visite chez l'ophtalmo, puis l'orthoptiste et l'opticien qui vont aussi avoir un rôle important dans l'évolution de la vue du bébé. Donc, Tropic, ce sont dans un premier temps des lunettes adaptées aux bébés et les enfants. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Et c'est aussi des formations. Outre ces conférences, c'est aussi des formations pour des pédiatres
pour développer justement les premiers gestes et les premières prémices entre guillemets du dépistage par rapport aux enfants, et des formations pour les opticiens, pardon, parce que voilà, il y a encore des opticiens qui équipent voilà, l'élément. Donc on a ici des opticiens partenaires qui sont justement investis dans les lunettes pour bébés et enfants. Et on organise aussi donc, des formations pour les pédiatres et les opticiens. Au niveau des montures tropiques, il faut savoir qu'au niveau de la gamme elle-même, on démarre à des toutes petites lunettes, c'est-à-dire à des tailles 32. Si je mets ma tête pour voir le crâne de l'enfant, on voit qu'on a affaire ici à des nourrissons. Donc comme ce dont parlait le docteur Costet, par exemple, les cataractes congénitales ou les tout petits qui ont besoin de lunettes. Nous avons donc des lunettes adaptées aux tout petits. Et dans la même gamme, on va jusqu'au 46. Il faut savoir que le 46, c'est presque, ça ne me va pas, je le sais, mais c'est presque ma taille de lunettes. C'est-à-dire que parfois, les enfants de 8 ans sont souvent dans une position un petit peu difficile, parce que s'il y a un strabisme, si on doit corriger une correction à 8 ans et que l'enfant est mal équipé, c'est un peu dommage. Et donc on va sur des grandes tailles sur le même concept. Un concept particulier chez Tropique puisqu'il est sur mesure. Auparavant, si vous connaissez les montures Tropique, vous savez que les nez, qu'on avait donc des nez sur mesure. La tête de nez. On a des nez donc, qui se clipsent ici maintenant. On a 6 nez à chacune des paires de lunettes. Donc ça, c'est être sur mesure. Donc on choisit déjà la taille. Ensuite, on va avoir 6 nez donc, pour chaque morphologie. Il faut savoir qu'un enfant n'a pas la morphologie d'un adulte en petite taille. Il a une morphologie propre qui n'a pas d'arête nasale. Donc il faut que la paire de lunettes se pose sur la tranche. Donc pour ça, on a des petits nez en silicone qui s'adaptent. Ensuite, on a une deuxième chose qui est très importante, qui est nouvelle justement dans la monture tropique, c'est qu'auparavant, sur une monture en plastique, on avait des branches complètement en plastique, et lorsque l'enfant avait une oreille qui était un petit peu plus proche du visage que la norme, entre guillemets, on était obligé de courber la branche énormément pour qu'elle puisse tenir sur l'enfant, et la branche se retrouvait un petit peu dans cette position-là, très très longue derrière, ce qui fait que l'enfant se retrouvait avec une branche qui arrivait pratiquement au niveau de son cou. Dès qu'il tournait la tête, tous les enfants qui étaient en poussette, ils avaient les lunettes qui descendaient au bout. Et donc pour parer à ça, puisque Tropique veut que les lunettes soient vraiment sur mesure, on a aujourd'hui des montures qui vont avoir les branches réglables en longueur. C'est-à-dire qu'elles ont une taille initiale assez longue pour justement pouvoir être adaptées à la morphologie des enfants qui ont à l'inverse les oreilles très loin en arrière. Et lorsque les enfants ont les oreilles assez proches justement de leur face, l'opticien va pouvoir, en fonction de l'endroit où est l'oreille, retirer ici le petit manchon. Je le fais, c'est difficile mais c'est volontaire pour pas que ça puisse être fait après par l'enfant. Voilà. Il va pouvoir raccourcir ce petit manchon et raccourcir la tige sur laquelle on le met et se retrouver avec une branche qui du coup va être vraiment courte et va pouvoir être adaptée exactement à la longueur idéale, pour ne pas être gênante avec, enfin en hiver c'est encore pire, enfin ici ça va, il n'y a pas trop d'hiver comme à Paris, ou avec les écharpes, les bonnets, enfin tout ça, où les lunettes vraiment partaient en avant. Donc on est vraiment sur des montures sur mesure par la grandeur de la gamme, avec des formes qui vont être adaptées. Il n'y a pas d'interdit total, c'est-à-dire qu'il est clair qu'avec une forme ronde, on est sûr de pouvoir arriver jusqu'au sourcil, mais l'opticien va pouvoir choisir une forme qui va être adaptée, même si elle n'est pas ronde. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'une monture rectangle, mais qui va avoir un nez en silicone, ce qui va permettre en fait d'avoir un pont très bas, et on peut très bien adapter un enfant avec une monture, même si elle est rectangle, à condition qu'elle réponde aux critères de bonnes lunettes, c'est-à-dire arriver jusqu'au sourcil, ne pas laisser d'espace en dessous trop grand pour que l'enfant ne puisse pas regarder en dessous, et d'un autre côté ne pas s'appuyer sur les joues, puisque les enfants ont souvent des pommettes assez saillantes, et après dès qu'ils rigolent, les lunettes montent. Nous avons aussi des montures qui sont
extrêmement légères et assez adaptées pour l'enfant parce qu'elles n'ont pas de charnière métallique. Ce sont des montures qui vont arriver courant le premier trimestre 2008. Ces lunettes-là, elles n'ont pas de charnière métallique du 2009, pardon. 2009, donc elles n'ont pas de charnière métallique. En fait, c'est la souplesse de la monture qui fait le flex. On est sur de l'injecté, c'est-à-dire une matière qui est vraiment résistante. Voilà. Et puis on a aussi une nouvelle gamme solaire. Ici, pour le coup, c'est plus intéressant qu'à Paris. Une paire de lunettes de soleil qui va arriver aussi courant premier trimestre 2009. Toujours. Juste que j'arrive à lire pour la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc en fait, une nouvelle paire de lunettes solaires qui est aussi sur mesure, puisque la paire de lunettes va aussi avoir un nez en silicone, donc il va pouvoir s'adapter à la morphologie du nez de l'enfant, qui va aussi avoir les branches réglables en longueur, parce que c'est un peu le problème des lunettes de soleil souvent, elles sont très très longues derrière, et là il n'y a pas grand chose à faire. Là l'opticien va de la même manière pouvoir enlever le manchon, raccourcir la branche, de telle façon à ce qu'elle soit parfaitement adaptée à l'enfant. Et la dernière particularité de cette paire de lunettes, c'est que ici, oui, vous avez la montagne pas très loin, c'est ça, puis vous avez la mer aussi pas très loin. Donc il y a quelque chose d'assez pratique dans cette paire de lunettes, c'est que les branches se déclipsent et on va pouvoir y adapter un petit capot, comme cela, un petit masque. Et ces lunettes deviennent des lunettes de ski, des lunettes de sport, qui vont ne plus avoir de branches et qui vont pouvoir être tenues par un élastique. Et à l'intérieur, on a donc une mousse, exactement comme une paire de lunettes de ski. Donc ça, ce sont des nouveautés utopiques. Donc voilà, donc les choses à éviter, évidemment, et à envoyer chez l'opticien, si vous voyez, c'est ce genre de monture en métal avec plaquettes, rectangulaire, avec un pont très haut. Et donc, dans 90% des cas, les plaquettes vont s'écraser, puisque c'est, vous voyez, la facilité avec laquelle j'écrase les plaquettes. Et donc, l'enfant va se retrouver à peu près dans cette position dans 90% des cas. Donc évidemment, ça, c'est vraiment les lunettes à éviter. Ça, j'imagine que vous le savez tous. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions à propos des montures topiques? Vous n'avez pas vu tout à l'heure, je pense pas que vous ayez maintenant. Non, pas particulière, d'accord. Juste un même, ce que je voudrais dire, les montures rectangulaires, là, que vous avez montrées, très franchement, chez le bébé ou chez le très jeune enfant, en général, on les voit arriver, ils sont peut-être pas mal comme ça, mais dès qu'ils nous regardent, ils sont bas, ils regardent, ça n'arrive pas au sourcil, là, je veux dire, c'est rare que... Alors justement, il est clair qu'avec une monture rectangulaire... Moi je suis très méfiante avec... Voilà. Enfin, je suis méfiante, c'est pas que je suis méfiante, mais on les voit, hein, je sais pas ce qu'on pense des orthoptistes, 90% voilà. des enfants qui sont équipés au rectangle ne sont pas forcément bien équipés. Il faut savoir que justement c'est le rôle de l'opticien de bien équiper l'enfant. Comme je disais, évidemment, on prend beaucoup moins de risques en équipant un enfant avec des lunettes rondes, avec des lunettes qui viennent. De toute façon, la paire de lunettes pour un enfant, elle doit arriver au sourcil dans tous les cas. Et la distance vers œil doit être minimisée aussi. C'est très important parce qu'on peut avoir des lunettes qui montent très bien, et si elles sont éloignées du visage, l'enfant va regarder au-dessus. Donc c'est vraiment l'opticien qui va choisir. Et je disais ça dans le sens où il m'est arrivé par exemple d'équiper des enfants, mais c'est clair que là le rôle de l'opticien doit être beaucoup plus précis, il doit faire encore beaucoup plus attention. Si il met une monture métal, il faut qu'elle arrive au sourcil, il faut que l'enfant ne puisse pas regarder au-dessus. C'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en tant qu'opticien, vous êtes donc les spécialistes des lunettes, du côté optique, et donc le rôle de l'opticien, c'est justement de parer au réflexe de l'enfant qui va être de regarder au-dessus. Donc il doit vraiment parer à ça. Et les montures métalliques risquent traumatiques. Oui, aussi. Aussi. Donc, chaque paire de lunettes optiques va être livrée aussi avec un cordon, parce que voilà, on a affaire à des tout petits, le cordon, voilà. Enfin, je vais vous demander juste avant donc, de finir, vous avez trouvé dans vos sacs, vous allez avoir non seulement donc, la liste des opticiens partenaires de la région, donc
à garder précieusement pour savoir où vous allez pouvoir avoir des termes bien adaptés aux enfants et aux tout petits. Et vous allez surtout avoir un questionnaire que je vais vous demander de remplir avec le petit stylo, puisque c'est un stylo qui est dans la boîte. C'est rien, un stylo. Si vous êtes bricoleur, ça se trouve, il y a des petites piles dedans, c'est souvent les piles qui vont changer. Voilà. Sinon, c'est un stylo. Sur le petit questionnaire, et ensuite, quand on va passer donc par la même porte pour ressortir au même endroit, voilà, par la sortie, vous allez donc rendre ce questionnaire, le petit badge, et voilà. Pas de lumière, pas de stylo. Un peu de lumière, un peu de lumière. Ah bah oui, vous avez Je demandais, je laissais dans le noir, je croyais que ça faisait une ambiance. Ah, c'est bien. Il n'y avait pas de stylo. Ah bah non.
Il y a eu